Bonsoir tout le monde. Je vais commencer aujourd'hui par une introduction sur votre matière qui est le droit de la famille. Alors, le droit de la famille, et quand on parle de droit de la famille, notamment dans notre cours, là, je parle bien sûr de droit de la famille marocain, mais en même temps, je fais de temps en temps référence à certains droits comparés. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le droit de la famille? Le droit de la famille est l'ensemble des règles qui réglementent les relations de personnes physiques unies par des liens de filiation ou encore d'alliance par rapport aux différentes institutions familiales telles que le mariage, le divorce, la représentation légale, le testament et les successions et autres. Pour ce qui est le code de la famille marocain, n'a donné aucune définition de la famille. Ni même le droit comparé, on ne trouve pas une définition exacte de la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille? Les seules disciplines qui ont eu cette initiative de définir la famille sont plutôt des sciences de sociologie et des fois même de philosophie, si je peux le dire de cette manière. Notamment, on trouve les seules définitions d'une manière, si vous voulez, un peu institutionnelle, nous le trouvons dans le droit international et notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui définit la famille dans son article 16 comme étant la cellule de base et d'unité naturelle de la société qui a droit à la protection de l'État et de la société. De même, le Pacte international de droit civil et politique de 1968 qui a retenu la même définition. Et les deux définitions font référence quant à justement ce concept ou cette conception, si vous voulez, cette institution qui est la famille, donne référence plutôt à ce côté, si vous voulez, protection et à ce côté droit de la famille vis-à-vis de l'État. Et c'est pour cela que, comme vous avez bien entendu dans la définition, la famille comme la cellule de base et d'unité naturelle de la société qui a droit à la protection de l'État et de la société. Aussi, nous trouvons une autre définition dans la Convention des droits de l'enfant signée en 1989 et qui a repris presque la même définition en ajoutant qu'il s'agit notamment d'un environnement naturel pour l'épanouissement et le développement de l'enfant. Alors, pour saisir et comprendre le droit de la famille, on doit faire un rappel de l'évolution historique de cette matière. En effet, et au Maroc, avant même l'adoption du code de la famille actuel, qui se date depuis 2004, le droit marocain de la famille était régi par le code de statut personnel de 1957-58, et avant même l'adoption de ce code, qui est le code de statut personnel, les relations familiales au Maroc étaient régies par le droit musulman, principalement l'école malikite. Après le protectorat, le Maroc va connaître un mouvement très important de codification, comme partout dans le monde, notamment dans le monde qui était dans les pays qui étaient sous le protectorat ou encore sous la colonisation des pays européens. Ainsi qu'en 1957, exactement le 19 août 1957, le Maroc, ou le gouvernement marocain à l'époque, va instituer une commission des ulama sous, bien sûr, la protection et l'œil bienveillant du feu le roi Mohammed V. Cette commission, qui était présidée par le roi, feu Hassan II, dont le rapporteur aussi était feu Al-Fassi. Et donc, tous ces personnages
vous connaissez parfaitement leur historique, notamment dans ce stade de droit et ce stade de sociologie et aussi de politique. Le code de statut personnel marocain de 1956 était considéré à l'époque, mais même actuellement, est considéré comme le code le plus, ou le code qui a respecté d'une manière très importante la tradition juridique orthodoxe par rapport, bien sûr, aux autres pays, notamment musulmans. Et là, je fais allusion à la Tunisie et aussi à l'Irak. Il s'agit, pour le statut ou le code de statut personnel marocain, il s'agit d'une reprise des enseignements de l'école malikite représentés sous forme d'un code uniforme, facile d'utilisation. Alors ce nouveau code, qui est le statut personnel, a eu ce mérite de consacrer des dispositions pertinentes, considérées à l'époque comme une révolution en la matière, c'est-à-dire une révolution à ce qui était appliqué auparavant en ce qui concerne notamment les liens du mariage et aussi les institutions issues soit du mariage ou encore des relations familiales. Et là aussi, je fais allusion à cette révolution, si je peux le dire de cette manière, à l'institution de l'âge de majorité matrimoniale, c'est-à-dire l'âge de pouvoir se marier, qui a été arrêté à 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons. Et par cela, le code de statut personnel va mettre fin au mariage des impubères ou encore les mariages des mineurs, notamment pour les filles. Deuxième point qui marque cette révolution, c'est aussi l'importance qu'on a donnée au consentement comme étant une condition de fond du mariage et par cela aussi pour mettre fin au mariage forcé, qui était très connu à l'époque, pas seulement dans le cadre de droit musulman, mais aussi dans les traditions et aussi les pensées de la famille archaïque et aussi de la famille, si vous voulez, traditionnelle au Maroc. Deuxième point aussi qui a connu une révolution importante, c'est la dot en matière de mariage ou dans le contrat de mariage. Le code de statut personnel a donné beaucoup d'importance et a souligné l'exigence comme condition fondamentale de la dot pour l'épouse, plutôt de la propriété de la dot pour l'épouse. C'est vrai, on sait parfaitement bien qu'en droit marocain, la dot c'était toujours, dans le droit musulman plutôt, la dot c'était toujours la propriété de l'épouse. Ça c'est le droit musulman. Mais seulement dans la tradition et dans bien sûr les interprétations de certaines écoles, notamment appliquées au Maroc, la dot a connu une décadence en ce qui concerne cette redevance pour la femme ou encore ce droit pour l'épouse de s'approprier de cette dot. Quatrième point, il s'agit de la représentation légale. Le code de statut personnel a institué une tutelle dative à côté de la tutelle légale exercée par le père et la tutelle testamentaire exercée par le tuteur désigné par le juge. Mais malgré ces apports, le code de statut personnel, il continue à véhiculer le modèle de la famille patriarcale, consacrant l'autorité maritale et familiale aussi, mais d'autres points, c'est que le code de statut personnel va être toujours, il va continuer à être toujours fragilisé par la persistance des deux institutions, notamment la répudiation, c'est-à-dire le pouvoir de mettre fin au mariage par la seule volonté du mari, et aussi par la deuxième institution qui est la polygamie, et aussi il connaissait, si vous voulez,
des excès en ce qui concerne l'exercice de ce droit reconnu à l'époux ou reconnu à l'homme. C'est pour cela que le code de statut personnel va connaître, c'est-à-dire le code de 1957-58, il devrait, pas seulement mais il devrait connaître quand même une réforme très importante et très profonde, le 10 septembre 1993. Et donc, cette réforme ne va pas non plus non plus satisfaire si vous voulez, aux partisans qui voulaient justement faire du code de la famille un code qui reconnaît notamment un droit ou une égalité entre l'homme et la femme dans l'institution du mariage, mais aussi pour le droit de l'enfant, comme étant l'effet, si vous voulez, du mariage. Et c'est pour cela que dans le nouveau code du 10 septembre 1993, exactement, le consentement dans le mariage va connaître quand même une importance très importante et va devenir il va être renforcé comme étant un élément fondamental et une condition fondamentale pour la validité d'un mariage. La polygamie aussi va connaître désormais quand même j'allais dire, une restriction en ce qui concerne ce droit exercé par l'homme. C'est-à-dire que ici, la polygamie va être, où il va être soumise au contrôle judiciaire. D'autres points qui vont connaître aussi certains, si vous voulez, changements et certaines évolutions importantes, il s'agit de la garde de l'enfant. La garde de l'enfant comme étant un effet du divorce qui va connaître aussi deux réformes substantielles, à savoir la première concerne le droit de la garde reconnu à la mère et le droit de la garde reconnu au père. Il va établir aussi le père dans son droit en tant que gardien de l'enfant qui vient directement après la garde ou le droit à la garde de la mère. En matière de dissolution du mariage, c'est-à-dire le divorce, les réformes ou la nouvelle réforme va toucher la répudiation qui ne peut se faire qu'avec la présence de l'épouse. De même, le statut personnel a intégré la possibilité d'un don de consolation, notamment, et là je fais allusion à l'article 52 bis, pour ouvrir, ou plutôt pour couvrir les préjudices subis par la femme répudiée. Et d'autres points, ils vont connaître aussi un changement, ou plutôt une évolution, une révolution importante. Il s'agit aussi de la représentation légale. La mère peut désormais devenir tutrice et légale de ses enfants en cas d'incapacité ou du décès du père. Mais il reste quand même que ces pouvoirs reconnus à la mère en tant que tutrice légale sont nettement, ou ils vont rester quand même très minimes par rapport à ceux reconnus au père. Malgré l'importance de ces réformes, il n'était pas encore en mesure ou à la hauteur de répondre aux revendications intellectuelles, politiques et notamment féministes. C'est pour ces raisons que, depuis l'adoption de Daïd de 10 septembre 1993, constituant la première réforme du Code de statut personnel, les demandes pour aller en profondeur dans la réforme, c'est-à-dire pour aller encore beaucoup plus et d'une manière audacieuse en ce qui concerne justement les changements en matière de droit de la famille, et que la société civile dans laquelle la société civile va avoir un pouvoir et un rôle très actif. C'est ainsi que le gouvernement, à l'époque de 1998, va être engagé, et il va engager ses membres, justement, et ses partis, il va les engager, notamment pour déclarer
une politique justement qui assure l'application d'abord des dispositions positives du Code du statut personnel, mais qui devrait aussi chercher, et d'une manière progressive, à chercher une réforme qui reconnut beaucoup plus de droits, que ce soit à la femme, mais aussi à l'enfant, mais qui cherche surtout l'équilibre entre époux et épouse dans cette relation et cette institution qui est le mariage. Le secrétariat, notamment de l'État, ou le secrétariat d'État, chargé de protection sociale de la famille et de l'enfance, à l'époque, maintenant devenu ministère de la solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, a présenté à l'époque un plan global d'intégration de la femme dans le développement, dont le référentiel était davantage une disposition des traités internationaux en matière de droits de l'homme. Le projet d'intégration, le projet de plan d'intégration de la femme au développement porté sur les différents domaines devront faire l'objet de la réforme pour accompagner le développement de la femme marocaine. Or, les propositions relatives à la réforme du Code de statut personnel ont été mal accueillies par les conservateurs qui voyaient dans ce projet une contradiction aux idées, notamment ou plutôt aux principes musulmans en matière de droit de la famille, et qui ont été aussi considérés comme étant des idées étrangères à la culture musulmane et marocaine. En ce moment-là, la société marocaine, de ses différents niveaux, a connu un réel affrontement, notamment entre deux partisans. Les partisans, notamment, qui encourageaient et qui voulaient, coûte que coûte, justement, un changement radical en matière de droit de la famille, dans le code de la famille, en reconnaissant beaucoup plus de droits à la femme et aussi aux enfants, mais même, pas seulement un droit, mais une équité, si vous voulez, je le mets entre parenthèses, entre hommes et femmes dans la relation familiale, et d'autres, si vous voulez, partisans qui voyaient que chaque changement et que chaque, si vous voulez, évolution en matière de droit de la famille, il est contraire, si vous voulez, à la religion et contraire à la tradition marocaine musulmane. Cet affrontement, si vous voulez, il va connaître son plein, si vous voulez, le 12 mars 2000, avec l'organisation de la marche de Rabat, qui soutient le plan, et la marche de Casa, qui était hostile au plan d'intégration. La commission royale du 27 avril 2001 va présenter de nombreuses spécificités par rapport aux commissions précédentes. Tout d'abord, la composition est pluridisciplinaire, où il y a aussi bien des juristes, des magistrats, des scientifiques, des membres de la société civile, des directives contenues dans le message royal adressé aux membres de la commission, les appelait à opérer un équilibre entre notre héritage culturel, le principe de l'islam et aussi les engagements marocains internationaux en matière de droits de l'homme, avec une ouverture justement sur l'ijtihad qui devrait aller dans ce sens. Merci de votre patience. À la prochaine séance, Inch'Allah.